Et puis, ben, aujourd'hui, compte tenu de la thématique un peu des médias interaction, tout ça, j'ai décidé de présenter quelque chose qui est très recherche appliquée, là, qui avait beaucoup de potentiel de transférabilité dans plusieurs secteurs de soins là, pour vraiment susciter une belle discussion là, animée. Là. Je vais vous présenter principalement ce que j'ai fait au doctorat. Et qui concerne un peu l'évaluation de la douleur des patients incapables de communiquer aux soins intensifs. Bien entendu, cette clientèle-là est hyper particulière, là, est très pointue. Par contre, je pense que j'ose espérer que ce que je vais vous présenter aujourd'hui peut peut-être allumer des lumières pour et vous aider dans certains secteurs de soins. Je pense notamment aux gens qui travaillent avec des clientèles en gériatrie avec des déclins cognitifs pour lesquels c'est plus difficile d'évaluer la douleur. On peut penser également aux clientèles pédiatriques, mais aussi clientèle de soins palliatifs, soins de fin de vie, là, les derniers moments de la vie, quand l'auto-évaluation est plus difficile à aller chercher chez les patients. Et voilà. Bien entendu, la douleur aux soins intensifs, c'est une préoccupation pour les cliniciens qui travaillent dans ce domaine-là. Les patients sont gravement malades, ils ont des blessures de toutes parts, du matériel invasif également, hein, des procédures de soins régulières et douloureuses. Et bien entendu, malheureusement, plusieurs de nos patients sont incapables de communiquer. On pense notamment à la ventilation mécanique qui est un obstacle majeur à la communication verbale. Pour tout clinicien, pendant sa formation, ou même les chercheurs dans ce domaine-là, on est très conscientisé au fait que la douleur, c'est un phénomène qui est subjectif, c'est-à-dire que c'est une expérience très personnelle, la douleur. Et puis, dans ce contexte-là, on met beaucoup d'emphase sur l'importance d'aller chercher l'auto-évaluation du patient. C'est considéré comme étant la mesure la plus valide de la douleur, bien entendu. Chez les patients qui ne sont pas capables de communiquer verbalement ou qui communiquent, qui émettent des sons, mais qui ne sont pas capables de communiquer, je vous dirais de manière compréhensible, ce que les lignes directrices recommandent, c'est de vraiment se fier au comportement. Donc, quand on parle de comportement, on demande aux cliniciens d'observer l'expression faciale, la posture, les mouvements corporels, et de se fier à ces indicateurs-là pour évaluer si le patient présente, oui ou non, de la douleur. Bien entendu, il y a des outils cliniques qui ont été développés dans les dernières années pour encadrer cette observation-là. Il y a plein d'outils qui ont été développés chez l'enfant parce qu'il y a des outils spécialisés selon l'âge développemental de l'enfant. Chez l'adulte, il y en a un peu moins. Je vous présente le Critical Care Pain Observation Tool, communément appelé le CPOT, qui est très implanté au Québec et ailleurs au Canada, qui a été développé par Céline Gélina, là, une Québécoise, et qui est très bien validé. Et comme vous voyez, les 4 items de l'outil reprennent l'expression faciale, les mouvements corporels, on regarde l'interaction avec le ventilateur chez les patients intubés, mais il existe aussi une version de l'outil avec la vocalisation chez les personnes qui seraient non intubées, puis il y a également la tension musculaire. La grille a un score oscillant entre 0 et 8. Et les études psychométriques nous ont montré que dès qu'on a un score de 2, on peut assumer avec une forte certitude que le patient présente de la douleur. Inversement, lorsqu'un clinicien administre un analgésique et qui évalue au pic d'action de l'analgésique que le score CPOT a diminué de 2 ou plus, il peut assumer que son analgésique a été efficace. Donc, c'est autant bien pour évaluer de manière initiale le patient que pour après le suivi de la thérapie médicamenteuse. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. C'est important de mentionner que, par contre, il n'y a pas de corrélation qui a pu être établie entre le score CPOT et l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un patient présente un score de 6 ou de 8 sur 8 qu'il a plus mal qu'un patient qui présente un score de 2 ou de 4. Okay? Il n'y a pas de corrélation. Ça vous donne seulement une indication
de la présence ou pas de douleur. Hein? Donc, la finalité est un peu dichotomique. Le patient a mal, oui ou non. Et on n'est pas habitué comme clinicien de travailler avec ça. On aime beaucoup travailler avec les intensités. Fait qu'il faut s'habituer. C'est un changement un peu de paradigme. Un patient qui sort il est fraîchement extubé, il est capable de communiquer un peu, mais c'est pas compréhensible. Il est encore sous les effets de l'anesthésie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on le positionne dans le lit là, pour replacer le piquet. Nous autres, on aime ça droit, là, les infirmières, il faut que tout soit propre, on aime bien ça. Fait que là, les infirmières le tournent, puis le brassent un peu. Puis là, en le tournant, justement, là, il y a un mouvement de protection, là, il va protéger son site de pansement, il grimace fortement. Bref, on voit très bien là, avec le cipote là, qui a mal. Donc, c'était juste pour vous donner une représentation de comment il peut être utilisé en pratique. Maintenant, j'ai souvent la question, oui, mais les signes vitaux. On est obsédé par les signes vitaux, surtout en soins critiques. On les a d'en face avec les moniteurs. On fait juste regarder ça. On ne regarde même plus le patient. On fait juste regarder la télé en face. Et également, dans notre pratique, on les prend de manière tellement régulière, donc on a tendance à aller voir les signes vitaux. Effectivement, les recommandations nous disent que les signes vitaux peuvent nous inciter à poursuivre notre investigation. C'est un indice, en fait, qu'on devrait investiguer davantage si le patient a mal ou pas. Dès qu'on sent que le patient sort de sa norme en termes de signes vitaux, on devrait avoir une hypothèse, peut-être qu'il a mal. Par contre, ce que les études nous montrent, et on en a fait plusieurs, c'est que les signes vitaux, il faut toujours garder en tête qu'ils ont plusieurs limites. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui influencent les signes vitaux. Puis là, moi, je vous parle dans un contexte de soins critiques, mais dans d'autres contextes aussi, il y en a. Surtout les femmes, on est très influencés par le stress. La moindre affaire, quand l'hamster parle, on se fait penser que la fréquence cardiaque augmente. Et on est très, très, très sensible aux fluctuations des signes vitaux, même si on n'a pas de douleur. Donc, ce n'est pas des indicateurs de douleur qui sont spécifiques, je vous dirais, mais ils peuvent quand même être utilisés. Chez les patients en soins critiques, on peut penser à l'instabilité hémodynamique, tous les médicaments qu'on donne qui ont des effets sur la taille des vaisseaux sanguins, bref, donc il faut toujours tenir ça en considération. Par contre, les signes vitaux, on les garde toujours dans nos études parce qu'il y a certains patients qui ne sont pas capables de bouger. C'est-à-dire que j'ai bien beau en conférence dire, regardez les comportements, mais il y a certains patients qui ne bougent pas. On pense notamment aux patients en post-op frais qui sont encore sous les effets des bloqueurs neuromusculaires, que j'ai bien beau attendre qu'ils me bougent un peu, mais il ne bougera pas parce qu'il est incapable de bouger. Ou il y a d'autres clientèles également qui ont la paralysie, ne sont pas capables. Donc, il faut garder toujours les signes vitaux en tête, mais les considérer de manière moindre. Et avec quand on présente aux équipes cliniques ou peu importe, une préoccupation que les gens avaient en soins critiques, c'était de dire, OK, on aime beaucoup l'outil, le CIPOT et tout ce que ça nous amène, mais est-ce que cet outil peut être affecté par l'état de conscience des patients? On est des patients très sédationnés, même quasiment comateux tellement qu'on les sédationne. Puis on a des patients qui sont très réveillés, voire même trop réveillés, agités. Donc, on a fait une étude avec à peu près 250 patients avec des diagnostics multiples aux soins intensifs, autant des cas chirurgicaux que des cas de médecine, puis avec différents niveaux d'état de conscience. Puis, on voulait vérifier si le CIPOT, c'est-à-dire les comportements qu'on observait, tenaient la route à travers tous ces états de conscience-là. Donc, c'était un peu notre objectif. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients conscients et inconscients maintenaient la bonne vieille grimace. Hein. Donc, la grimace était maintenue, même chez les patients fortement sédatés. Bien entendu, elle était moins prononcée, mais les patients étaient quand même capables de crisper les yeux et d'amorcer un petit peu ce qu'on appelle un début de pincement des plis nasolabiaux. Fait qu'il était quand même s'il était très sédaté, capable un peu de... si on portait attention, on voyait qu'il y avait un début de grimace. Il y avait également une rigidité musculaire, c'est-à-dire que si vous prenez le bras d'un patient pour prendre la pression artérielle, même s'il est sédaté et que juste le bouger lui fait mal, il va se raidir, même s'il est très sédaté. Là où ils ont plus de la difficulté à manifester leur douleur, c'est par rapport au mouvement corporel. Un patient fortement sédaté ne sera pas capable d'avoir l'amplitude des mouvements pour aller toucher son pansement pour se protéger ou vous repousser, il n'a pas l'amplitude. Mais par rapport à la grimace,
puis la rigidité musculaire s'est préservée. Là où on a eu une surprise, c'est que nous, on portait attention beaucoup aux états de conscience, mais on a un sous-groupe qui a émergé dans cette grosse étude-là. C'est nos patients traumatisés crâniens qui ont eu un gros coup à la tête. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des comportements atypiques. Il ne faisait pas de grimace, mais il avait tendance à ouvrir subitement les yeux, même la bouche. Il avait l'air surpris quand on leur faisait mal en français. Il n'y avait pas de tension musculaire, il était très flasque. Et donc là, ça nous a allumé une lumière de dire, bon, on va arrêter de présenter le CPOT comme un outil universel, puis on va dire aux cliniciens, bien, faites attention, il y a peut-être des sous-catégories de patients qui réagissent peut-être un peu différemment. Donc, dans le cadre de mon étude doctorale, pour cette raison-là, je me suis attardée exclusivement aux patients avec un traumatisme crânien. Donc, parce qu'on voulait vraiment voir c'était quoi les comportements spécifiques de cette clientèle-là. Okay. Puis, également, compte tenu que plusieurs de ces patients-là sont sous bloqueurs neuromusculaires parce qu'on veut éviter les fluctuations de pression intracrânienne, je voulais aussi valider d'autres métriques qui pourraient peut-être être utiles dans d'autres secteurs de soins. Puis, on a utilisé ce qu'on appelle l'indice bispectral. C'est un petit moniteur qu'on installe sur le front du patient. C'est utilisé principalement en salle d'opération. C'est un indice qui fluctue de 0 à 100 et qui représente le degré d'activité électrophysiologique du cerveau. Okay? C'est inspiré de l'EEG, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, en fait, juste pour vous donner un exemple, quelqu'un comme moi je vous parle présentement, si on mettait un bis, bien entendu, je serais à peu près entre 95 et 100. Donc, je suis complètement éveillée, je suis alerte. Quelqu'un qui est complètement en mort cérébrale, il y a un indice bispectral de 0. En anesthésie générale, ça le c'est entre 20 et 40. Les patients qui sont sédatés fortement aux soins intensifs, ça peut aller entre 50 et 70. Puis, bien entendu, ces patients-là, l'hypothèse est que quand on leur fait mal, ça va solliciter peut-être la conscience et puis l'indice aurait tendance à augmenter. Vous n'avez rien qu'à penser quand vous êtes couché le soir avec votre chum Pierron, on leur donne un bon coup de coude. Pourquoi? Parce qu'on espère que la douleur, par le bon coup de coude, va les faire sortir de leur sommeil profond. Donc, c'est un peu la même principe. Les patients sont très malades, sont intubés de partout. Bien entendu, on peut suspecter qu'ils ont de la douleur, puis on collait là, le bis là, sur le front. Ce qui est cool de cette mesure-là, c'est que ce n'est pas invasif. Fait qu'après, si on veut la transposer dans d'autres secteurs de soins, bien, c'est le fun. Donc, j'avais choisi 2 procédures, une qui n'était pas douloureuse, puis une qui était douloureuse pour contraster. C'est des études qui sont validées empiriquement. Donc, pour la procédure non douloureuse, j'avais pris la pression au brassard. Donc, on sait que bien, même si ça serre le bras, les études montrent que ça n'occasionne pas de douleur. Puis, la procédure douloureuse, bien, j'ai pris la mobilisation au lit. Donc, les études de cohorte de 2000 patients et plus aux soins intensifs montrent que parmi les procédures, puis Dieu sait qu'il y en a, des procédures pas agréables aux soins intensifs, là, mais de se faire tourner par puis on n'est pas doux, là, quand on les tourne, là, on y va de toute notre... C'est ce qui fait le plus mal, en fait, aux patients. C'est ce qui nous rapporte, en tout cas. Et puis, je regardais vraiment, là, je faisais des mesures répétées. Donc, je regardais au repos comment ils réagissaient. J'appliquais la procédure, qu'elle soit nociceptive ou pas. Puis après, 15 minutes après, je reprenais des mesures, tout simplement. Je vous épargne les critères d'inclusion et d'exclusion, mais juste pour vous dire que j'ai fait attention pour les prendre, pour être en sorte qu'il n'y ait pas de facteurs confondants, là, autant que possible dans mes mesures. Là. Et bien entendu, mes patients, j'ai quand même pris soin de les séparer selon leur niveau de conscience. J'avais des patients qui étaient hyper comateux, là, qui avaient un score de Glasgow de 8 et moins. J'avais des patients qui étaient sédationnés, mais ils bougeaient, ils étaient capables un petit peu, là, je les sentais réactifs. Puis j'avais des patients qui étaient intubés, mais qui étaient pleinement conscients. Ils étaient sur le bord d'être extubés, là, puis eux autres étaient capables de me dire oui, puis non, puis pointer sur une échelle de douleur. Là. Fait que ce qui était cool avec ces patients-là, c'est que j'en ai profité pour leur demander leur évaluation de la douleur. À chaque fois, je les soumettais à une procédure. Je leur disais, avez-vous mal? Je pouvais contre-vérifier un peu avec ce qu'ils ressentaient. Ce que je ne pouvais pas faire avec ceux qui étaient trop sédationnés. Puis vous avez vu,
Le BIS, je l'ai seulement utilisé chez les gens qui sont inconscients, qui ont un état de conscience altéré. Même si j'avais collé le BIS chez les gens qui étaient conscients, il n'y aurait eu aucune fluctuation. Okay? Même si j'ajustais de la douleur. C'est-à-dire que dès que je colle les électrodes, il y a un effet plafond. C'est-à-dire, je colle les électrodes chez quelqu'un de conscient, il est à 95 et plus, même si je le soumets à une douleur très très forte, il n'augmentera pas plus que ça, il y a un effet plafond. Okay. Donc, à part on leur met de la décoration, il y en a déjà. Donc, j'avais 45 participants, puis surtout des hommes, puis c'est très typique de la clientèle traumatisée. Hein. Les hommes sont plus casse-cou que les femmes. On va se le dire de même poliment. Des traumatiques crâniens modérés à sévères, qui est représentatif de la clientèle de soins intensifs. Et puis, j'avais beaucoup de patients qui étaient inconscients ou avec état de conscience altéré, mais j'avais quand même un bon groupe qui était capable d'auto-rapporter, fait que c'était quand même intéressant. Ce qui est super percutant là, pour les cliniciens, c'est que moi, je documentais dans les 4 heures avant ma collecte de données, j'allais voir dans les dossiers si l'équipe médicale avait donné quelque chose aux patients en termes d'analgésie et de sédation. Puis je me suis rendu compte que presque la moitié de mes participants n'avaient rien reçu dans les 4 heures qui précèdent ma collecte de données. Hey, 4 heures sans rien, tu es aux soins intensifs, tu es plugué de partout, ça parle beaucoup des pratiques qu'on a. En contrepartie, j'avais le tiers de l'échantillon qui avait reçu les deux. Donc, on voit comment les pratiques sont variables. C'est-à-dire qu'il y en a, là, en bon français, sont arrosés, là, écoute, sont tellement arrosés qu'ils ne bougent pas, là, tellement qu'ils ont reçu de cocktails. Puis, tu en as d'autres qui ne reçoivent rien pantoute. Hein? Donc, c'est très disparate. Et bien entendu, les prescriptions sont faites sur une base PRN. Donc, on voit vraiment que c'est le jugement de l'équipe qui est derrière ça. OK? Ce n'est pas protocolisé. Donc, comme clinicien, là, je parle en mon chapeau d'infirmière, on a beaucoup de latitude pour donner ou pas donner, puis on voit qu'il y a beaucoup de disparités. Bien entendu, là, je ne vous ferai pas tomber en bas de votre chaise, là, mais notre hypothèse principale, c'est que les participants allaient plus réagir lorsqu'ils étaient exposés à la procédure douloureuse, et c'est ce qu'ils ont fait. Là. Donc, déjà là, on était contents, mais c'était très attendu. Là. Fait que je ne passerai pas 12 minutes sur ce slide-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les participants qui étaient un peu plus conscients, lorsqu'on les exposait à la procédure douloureuse, ils faisaient la grimace, puis ils rougissaient, en anglais on dit flushing, là, il y avait un rougissement spontané du visage. Bien entendu, ce n'est pas un comportement, c'est plus une réaction autonomique, là, mais bref, on l'a documenté pareil parce qu'elle était quasiment omniprésente. Chez les patients qui étaient un petit peu plus sédationnés, les fameux comportements typiques qu'on avait documentés dans l'étude antérieure sont un peu revenus, fait on pouvait vraiment les documenter. Donc, l'ouverture des yeux spontanée, le larmoiement, qui est une autre réaction plus réflexe, autonomique. Puis, moi, je les appelle un peu mes pantins. Il y avait la tendance à monter les bras et les jambes de même un petit peu. C'était pas dirigé vers le site de douleur, mais ils faisaient ça comme ça quand on les tournait. Il y avait tendance à écarter les membres comme ça. Donc ça n'avait jamais été documenté dans la littérature antérieurement. Et puis si on compare tous les comportements par niveau de conscience, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on devient conscient, plus on est capable d'aller rechercher les items qui sont dans le CIPOT, c'est-à-dire la tension musculaire, la grimace, tout ça revient avec la conscience. Mais quand on n'est plus inconscient, dans le contexte du trauma crânien, à tout le moins, il faut considérer qu'on a des comportements atypiques. Okay? Donc, c'est un peu le message qu'on transmet aux gens qui travaillent dans ce secteur de soins-là. Maintenant, chez les gens qui étaient capables de communiquer, puis ça, c'est bien, comme tous les autres sous-groupes de patients, quand ils étaient exposés à la douleur, il y avait plus de réactions comportementales comparativement à la procédure non nociceptive. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a fait une super belle corrélation entre le nombre de comportements qu'ils exhibaient et la présence de douleur, c'est-à-dire l'auto-évaluation, également avec l'intensité de la douleur. Nos corrélations sont très fortes. On voit entre 0,8 puis c'est à peu près 0,8 pour les deux indicateurs. Fait il y a une belle corrélation chez les patients conscients entre le nombre de comportements et la présence, oui ou non, et également l'intensité de la douleur ressentie. Et enfin, pour mon fameux indice bispectral, on était bien content de voir que l'indice a augmenté
pratiquement exclusivement pendant la procédure nociceptive, ce qui nous laisse présager que notre hypothèse était bien, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui semble être sensible à la présence de douleur, et même spécifique, parce que ça ne l'a pas augmenté pendant la procédure non nociceptive. Qu'est-ce qui était un petit peu plus problématique pour nous pour interpréter? Nous, on avait un indice spectral pour chacun des hémisphères. Donc, on avait une valeur pour l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Puis là, on s'est rendu compte que c'était surtout l'hémisphère droit qui réagissait, puis on n'avait pas trop d'explications. Puis on a vraiment cherché, là, parce que le cortex synesthésique est des deux bords, là, j'avais pas vraiment d'hypothèse. Puis là, je cherchais. Et donc là, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, en revisionnant les vidéos, parce qu'elle a tout été enregistré sur vidéo, c'était que la disposition des soins intensifs, il y a une grosse colonne à droite des participants, ce qui fait en sorte que, où est-ce qu'on plug toutes nos machines, ce qui fait en sorte que les cliniciens ont tendance à tourner les gens vers la gauche. OK? Tout simplement parce qu'ils ont plus de place pour travailler de cette façon-là, ce qui pourrait expliquer que le côté droit est plus réagi. Bon, ça serait vraiment, écoute, puis j'ai beau virer ça pour les bords, là, c'était ma seule explication pour ça. J'ai demandé à des gens plus ferrés que moi en neurosciences, là, puis ils étaient vraiment, bon, on va y aller avec ça. Donc, si j'avais à récapituler puis à vous donner un petit take-home message, là, donc, ce qu'on sait, c'est que peu importe dans le secteur de soins où vous travaillez, l'observation des comportements, c'est vraiment la méthode la plus valide pour détecter la présence de douleur chez les patients qui sont incapables de communiquer de manière compréhensible. Les patients avec état de conscience altéré, dépendamment de leur diagnostic, là, donc moi je vous ai parlé aujourd'hui des champs traumatiques chroniques, il faut toujours garder en tête qu'ils pourraient réagir un petit peu différemment de ce qu'on sait, de ce qui est plus général. Donc, pour ces patients-là, ce qu'il faut vraiment se fier, ce que les experts disent, c'est de se fier au baseline du patient. Donc, si vous sentez que votre patient réagit différemment de ce qu'il réagit normalement, posez-vous la question, c'est peut-être de la douleur, en fait. Okay. Et bien entendu, il y a des analyses supplémentaires, des études supplémentaires qui doivent être faites pour chaque sous-groupe de patients pour voir si, oui ou non, ils sont différents ou pas. Mais pour l'instant, ce qui semble être revenir, c'est que c'est surtout les gens avec un traumatisme crânien. On a fait des sous-tests avec des gens avec des AVC, des tumeurs cérébrales, puis ils réagissent comme les autres groupes de patients. C'est vraiment juste ceux qui ont eu un coup à la tête là, qui semblent être différents. En ce qui concerne les signes vitaux, ben, il faut toujours garder en tête que, bien entendu, on peut les utiliser, mais il faut toujours les interpréter avec parcimonie, puis surtout dans le contexte des soins, à la lumière des médicaments que les patients ont reçus et également de l'état hémodynamique du patient, mais ça peut quand même être un indicateur de douleur. Merci. Merci beaucoup, Mme Arbour. C'est vraiment une présentation très, très intéressante, enrichissante. Ça amène, ça fait comme un effet de renforcer le même message. On essaie de plus en plus de transmettre, là, le comportement du patient est aussi important non plus. Et c'est ce que votre clientèle fait sortir là, par votre recherche, mais également l'outil que vous avez utilisé. Puis je comprends l'intérêt dont vous avez mentionné, là, le transférer dans différents secteurs de soins. Il faut dire qu'on a également d'autres outils, si on parle de, par exemple, les gens atteints de déficience intellectuelle, ils ont des outils très adaptés aussi. Puis si on parle de la clientèle ayant des troubles neurocognitifs, là également, il y a d'autres outils, mais ça se rejoint. En fait, c'est intéressant de voir les éléments d'observation qui sont communs, qui sont les expressions faciales, la vocalisation, les mouvements corporels, sont tous regroupés. Si on parle de tension, ben, par exemple, l'American Geriatric Society l'a mis dans les mouvements. Donc, vous voyez que tout se recoupe. Bien entendu, le CIPOT a cette particularité d'observer le comportement par rapport aux ventilateurs. Et donc, ça, ce qui fait que c'est justement plus spécifique à la clientèle ventilée. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact que vous illustrez, justement, l'impact du cerveau sur justement ce qu'on pourrait dire le comportement typique chez la clientèle, finalement, ayant un traumatisme
un traumatisme crânien. Donc, qui n'est pas vraiment atypique, mais plutôt typique pour cette clientèle-là. Et donc, de voir à quel point, justement, l'atteinte au niveau du cerveau peut justement venir influencer le comportement qui va s'ensuivre de douleur. Alors, j'ai trouvé aussi très intéressant le fait que, justement, les signes vitaux sont très variables et, l'impact adrénergique survient surtout sur le moment même d'un traumatisme aigu. C'est à ce moment-là qu'on pouvait voir certains paramètres. On pourrait prendre comme exemple quelqu'un qui s'est piqué, justement, une fonction veineuse, il y en a qui tombent en choc vagal. Donc, justement, la poussée adrénergique peut survenir à ces moments-là, mais pas nécessairement à long terme. Donc, ça s'épuise, ça s'émousse. Et en effet, il y a plusieurs variables, d'autres facteurs qui peuvent venir influencer donc les signes vitaux. Mais ce que c'est intéressant, le bipectoral, je me demande si ça avait été envisagé auprès de la clientèle, justement, avec troubles neurocognitifs assez sévères, même gravataires, à savoir, justement, cette clientèle-là, qu'on avait discuté des cas peut-être à cerner, mais là, je ne veux pas vous sortir de une question qui m'est venue en discutant. Peut-être que ce serait intéressant de voir ou d'essayer d'explorer ce qui a été fait avec le bispectral. Mais, enfin, je trouve fascinant votre recherche là, qui a vraiment pu cerner cette sous-catégorie de gens ventilés, cette particularité des gens ayant un trouble crânien. Juste à tout hasard, là, ce qui m'est venu aussi comme question, là, je vais laisser les autres aussi poser une question. Je sais que ça n'a pas été mesuré, mais comme on sait, des fois, la réaction à la douleur peut être influencée par les expériences antérieures. Votre vaccin, je me rappelle bien, c'est de 18 ans à 87 années. Là. Je ne me rappelle pas l'âge exactement, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si dans un futur projet, voir l'impact de justement l'expérience antérieure, ça c'est la première fois, bon, mais quand on a une expérience antérieure de douleur, ça peut venir justement nuancer la réponse future à d'autres expériences de douleur. Donc, si jamais, là, je vous nommais bien des éléments, mais en tout cas, merci beaucoup. Puis je vais laisser aussi la parole aux autres, mais vraiment, c'est un projet de recherche très intéressant.